On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bonjour, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité dans Marge 12-17. Je me présente Tristan Delorme, directeur général dans Marge 12-17, et je suis accompagné aujourd'hui de... Mélissandre, coordonnatrice au programme Sphère. Qui travaille également à En Marge. Oui. Et dans le fond, on voulait mettre en bouche un peu ce podcast sur la marginalité avant de lancer le premier épisode. Parce qu'on a eu l'idée il y a quelques temps quand même de partir ce podcast pour réagir à ce qui se passait un peu dans les médias, mais aussi pour donner la voix de plus en plus aux personnes qui passent par notre ressource. Donc, l'objectif un peu là, pour mettre en contexte, c'est d'abord de promouvoir notre organisation. Hein, on veut vraiment s'assurer que nos axes d'intervention, de prévention sont mis de l'avant, que les gens comprennent, que les familles, amis, peut-être du politique ou d'autres gens un peu plus dans le public comprennent un peu c'est quoi la fugue, les enjeux d'exploitation sexuelle, par exemple, le travail de rue, le soutien communautaire en logement social. C'est plein d'axes qui font partie de ce qu'on fait et on avait envie de les mettre de l'avant. Mais non seulement ça, on veut aussi et beaucoup offrir la parole aux jeunes et familles de manière plus large aussi qui vont être touchés par notre organisation. Donc, on a envie de les inviter sur ce podcast et de les faire participer aussi à la construction des questions, des thèmes, peut-être même par après s'il y a des enjeux de montage, etc. Donc, on a envie vraiment qu'ils soient impliqués dans ce qu'on fait et ça s'en vient dès le deuxième épisode. Mais pour le premier épisode, on va parler d'exploitation sexuelle et c'est un peu le troisième objectif. On veut parler d'enjeux sociaux qui nous touchent particulièrement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité deux invités. Un et demi, on verra. On a le Piamp. On a Jeanne du Piamp qui a eu une belle discussion avec nous qu'on va vous présenter d'ici peu. Vous allez voir que j'ai un peu moins de barbe et que Mélissandre a un hoodie. Donc, vous devinerez à quel moment ça se passe dans le temps. Et on a donc Jeanne du Piamp qui va nous parler de terminologie, de définition et d'intervention en exploitation sexuelle. Et on a une autre personne qui va venir et c'est... C'est moi-même. C'est elle-même. Comment ça, t'es là, Mélissandre? Bien, dans le fond, Tristan l'a dit un peu plus tôt, là, je suis du programme Sphère, mais Sphère est aussi partenaire avec En Marge. Dans le fond, mon employeur est En Marge 12-17. Puis j'avais envie de pouvoir échanger avec Jeanne sur les terminologies à utiliser ou à éviter, de parler d'intervention en exploitation sexuelle et tout ça. Puis je me disais que je pouvais être une bonne invitée pour pouvoir en discuter. Ben écoute, on espère que tu auras été une bonne invitée. Je le souhaite aussi. Donc, sans plus attendre, on va démarrer la discussion. Donc, on se souhaite et on vous souhaite une bonne écoute. Alors, bienvenue à Maudite Marge. Je me présente, je suis Tristan, directeur d'En Marge 12-17. Je vais vous laisser un petit temps pour vous présenter vous aussi. Donc, on peut commencer par ici. Tiens. Oui. Donc, moi, c'est Jeanne. Je suis co-coordinatrice au Piamp depuis 1 an, mais je travaille là depuis 4 ans environ. Et puis, au Piamp, on fait beaucoup d'interventions auprès des personnes de 25 ans et moins, donc 12-25, qui échangent ou qui sont susceptibles d'échanger des services sexuels. Donc, voilà. Merci. Et puis, de l'autre côté, on a... Mélissandre, coordonnatrice au programme Sphère. Dans le fond, le programme Sphère, c'est un programme qui accompagne des jeunes de 12 à 24 ans qui sont en situation d'exploitation sexuelle présente ou passée.
Puis dans le fond, on les accompagne pour apporter un changement positif à leur vie, puis aller voir c'est quoi leurs besoins, l'estime de soi et tout ça pour les aider à passer à travers. Super. Donc, bienvenue au podcast. En fait, aujourd'hui, on voulait parler de l'importance des mots qui sonnent, qui résonnent, qui offrent de l'importance à ce qu'on fait comme intervention, en fait, comme prévention. Avant de se lancer dans les questions de départ par rapport à ce que vous faites dans votre organisation, dans votre intervention terrain, je vois que vous avez amené des petits objets. Donc, on pourrait commencer dans le même ordre. Ou non, mais on va changer l'ordre. Tiens, on va y aller avec Mélissandre pour commencer. On demande aux invités, le podcast s'appelle Maudite marge, donc on a envie de demander à nos invités qu'est-ce que ça signifie la marge pour nos invités. Donc, les gens vont amener des petits objets qui vont représenter ça et idéalement, on a l'idée de peut-être les ajouter à notre décor au fur et à mesure de la discussion et au podcast. Donc voilà. On peut commencer par Mélissandre. Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Oui, bien dans le fond, c'est une boîte de nerds. Puis quand je savais que tu allais nous poser cette question, puisqu'il fallait qu'on amène un objet, fait que je réfléchissais à ça en fin de semaine en me disant j'ai mon idée de ce que ça représente pour moi la marginalité, mais c'est quoi l'objet que je veux amener? Puis c'est avec une de mes bonnes amies qui est intervenante aussi qui m'a proposé l'idée des nerds, puis j'ai trouvé ça excellent. Je trouve que ça représente vraiment ce que je veux amener dans le fond. Mm-hmm. Fait que dans le fond, les nerds, c'est que pour moi, avec Sphère, les jeunes qu'on accompagne, puis tout ce que je vois souvent, c'est beaucoup de jeunes qui sont isolés de parce qu'elles ont vécu, elles se sentent mal comprises, elles se sentent dans la marge et tout ça. Donc, la boîte de nerds, pour moi, ça représente que habituellement, c'est une boîte qui est séparée, les couleurs ne sont pas ensemble. Donc, ça représente l'isolement. Mais dans le fond, idéalement, pourquoi mélanger? Pourquoi séparer des jeunes? Dans le fond, on est toute une boîte de nerds. L'idéal, ça serait qu'on puisse les mélanger parce que les saveurs sont tellement meilleures quand ils sont mélangés ensemble. Donc, de faire en sorte qu'on soit tout le monde ensemble dans une société pour amener les jeunes à se sentir bien puis qu'on puisse les accompagner. Fait que pour moi, une boîte de nerds arc-en-ciel, c'est ce que représente, ce qui serait idéalement le mieux pour les jeunes pour qu'elles se sortent de cet isolement. Voilà. Fait que ça serait des séparés. Idéalement arc-en-ciel. Idéalement arc-en-ciel. C'est juste que l'image de la petite boîte séparée, c'est peut-être pour montrer l'isolement. Puis après ça, quand on les verse dans notre main, ben les couleurs se mélangent, les saveurs se mélangent et c'est tellement mieux. C'est super intéressant. Tu nous amènes pas la dure réalité séparée maintenant, tu nous amènes l'idéal. Exactement. Merci de nous amener ça, Mélissandre. Ça fait plaisir. Sous question, est-ce qu'une boîte de Smarties, ça fonctionne aussi? Tout à fait. Okay. C'est juste que... C'est moins nerds, donc il y a peut-être moins l'isolement social. Exactement. Connoté. Merci. Autour de Jeanne. Oui. Donc, moi, j'ai apporté une petite bouteille de médication. Parce que moi aussi, j'ai reçu le petit mémo et je me demandais qu'est-ce que je vais apporter. Parce que personnellement, je pense que je suis une personne qui est assez privilégiée dans la vie. Fait que c'est quoi pour moi la marge quand je vois des gens qui sont dans la marge à journée longue. Mais pour moi, ça m'amène un peu toute l'idée qu'on est à une bad luck away de se ramasser dans la marge, que les enjeux de consommation sont encore vraiment mal compris, c'est encore super tabou, la santé mentale aussi. Donc, c'était un peu pour représenter tous ces enjeux-là, puis que c'est pas parce que tu consommes aussi que t'es une mauvaise personne. Il y a d'autres enjeux autour de ça, puis on les voit beaucoup là, chez nos jeunes en ce moment. Donc, voilà, amener un petit truc sur la santé mentale et que tout le monde struggle de façon différente. Je pourrais venir mettre des petits nerds dans ton pot. Ça serait incroyable. Si on mange les nerds, ça signifie quoi dans la métaphore? Je sais pas où on s'en va. Je sais pas, là. Ben justement, les jeunes, on va commencer à parler. D'abord, il y a eu des éclats médiatiques. On va quand même le mettre sur la table, impliquant des organisations qui œuvrent auprès des personnes marginalisées. On y viendra, mais l'important, puis c'est pourquoi on a fait cet épisode-là, sur l'importance des mots, des termes, la terminologie
particulièrement quand on parle d'exploitation sexuelle et d'autres termes, on va y venir, ça revient aux notions de base qui sont parfois comprises, parfois mal comprises. On essaie d'utiliser une terminologie moins chargée moralement, moins victimisante. Donc, j'ai une question toute simple. Prostitution, exploitation sexuelle, travail du sexe. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ça dépend toujours du contexte. Prostitution, selon moi, est à proscrire. Généralement, c'est un mot qui est chargé moralement puis qu'on entend très souvent, mais je pense que c'est un mot qu'on devrait le moins possible utiliser. Sauf si la personne qui est en situation d'exploitation sexuelle ou qui échange ses services désire utiliser ce terme-là. Parce que c'est souvent un mot qui est utilisé fréquemment parce qu'il est connu de cette manière-là. Mais sinon, nous, mettons, en tant qu'intervenants aux personnes de la société, on ne devrait pas l'utiliser. Situation d'exploitation sexuelle, l'exploitation sexuelle est un bien grand mot. On l'utilise surtout pour des personnes qui échangent des services sexuels quand ils sont mineurs, parce que c'est une situation d'exploitation sexuelle automatiquement due à l'âge, selon la loi. Le travail du sexe, c'est quand il y a un consentement. Il y a un échange de services sexuels où est-ce qu'il y a un consentement qui est présent, puis on l'utilise généralement à la majorité. Et est-ce que quand on est majeur, une personne peut être en situation d'exploitation sexuelle? Bien sûr. S'il n'y a pas consentement, ça peut être une situation d'exploitation sexuelle. Fait que ça dépend comment la personne se place. Comment est-ce que le pion se place, justement? On est d'accord avec ça? Mais c'est une bonne question. C'est une question qu'on aborde dans nos formations qu'on offre aux professionnels, justement, sur l'utilisation du langage. Puis le terme que nous, on utilise le plus, ça va être échange de services sexuels, parce que pour nous, c'est comme un gros parapluie qui englobe différents types d'actions contre différentes formes de compensation. Puis des fois, les gens ont pas l'impression que ce qu'ils font, c'est des échanges de services sexuels, ou ils savent pas, ou ils sont pas sûrs, ou ils ont l'impression qu'ils sont pas assez... je sais pas, qu'ils sont passés dans la rue ou que c'est pas assez intense ou extrême. Fait qu'ils vont peut-être pas nécessairement se reconnaître à des définitions de comme travail du sexe ou d'exploitation sexuelle. Fait qu'en utilisant échange de services sexuels, on essaie d'amener aussi comme tous les comportements qui peuvent s'assimiler à justement échanger un certain service à connotation sexuelle contre n'importe quel type de rémunération. Pour le reste, je suis assez d'accord avec Mélissandre. On essaie de pas utiliser prostitution trop. Puis pourtant, c'est quand même dans votre nom d'organisation. Oui. Est-ce que c'est un mauvais pari de la personne qui a parti ce nom-là d'attacher le mot prostituée, ne sachant pas nécessairement où est-ce que le langage irait à l'avenir? C'est une très bonne question. En fait, pour le lore du PIAMP, donc qui est projet d'intervention auprès des mineurs prostitués, c'était à l'époque, dans les années 80, ce qui représentait la réalité des jeunes qui ont un peu comme participé à la création de l'organisme, qui étaient des jeunes mineurs à l'époque avec des travailleurs sociaux, puis des travailleurs de rue. Et puis, ils voulaient faire une espèce de jeu de mots. Comme quoi, le PIAMP servait à les accompagner, les supporter, les aider. Et donc, au début, ils voulaient nommer ça le PIMP. Donc, juste projet d'intervention auprès des mineurs prostitués. Et bien évidemment, ça l'a pas passé légalement. Donc, ils ont rajouté un petit A pour faire PIAMP. Donc, auprès. Wow. Pour dire qu'on travaille auprès, avec eux. Mais c'est des questions qu'on se pose. On discute beaucoup avec les jeunes à savoir est-ce que c'est un mot qu'ils se sentent à l'aise d'utiliser, comment est-ce qu'ils voient le nom de l'organisme aussi. Et donc, c'est des conversations qu'on a aussi avec les jeunes, mais ça reste aussi compliqué de changer un nom d'organisme communautaire. De manière légale, puis l'écriture épicène ne devait pas être intégrée en 1980 non plus, quand on parle de jeunes mineurs non plus. Mais est-ce que c'est ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous avez changé ça? Ou ça on essaie de le mettre plus souvent, mais dans les documents légaux, c'est ça, on y va avec la base. Les états financiers, non, mais c'est ça. Reste, peut-être. Puis justement, si on revient à l'échange de services sexuels, c'est une belle terminologie, mais c'est sûr que si on dit à une personne mineure qu'elle échange ses services sexuels dans un contexte d'exploitation sexuelle, elle prend ça comment, généralement, cette personne-là? Tu veux y aller? Je peux commencer. Pour nous, d'arriver avec échange de services sexuels, ça permet d'enlever justement toutes les connotations, toutes les
les préjugés peut-être qu'on peut avoir en lien avec certains termes. Puis je le comparais peut-être aux personnes qui vivent de la violence conjugale. Si tu dis à quelqu'un, tu vis de la violence conjugale, c'est ça que tu vis, ça peut créer un froid si la personne n'est pas rendue là dans son cheminement. Fait que d'amener un espèce de mots porte-manteau, mots parapluie, laisse à la personne l'opportunité de se décrire, de se définir, d'expliquer sa situation. Puis à partir de ce qu'on échange avec la personne, du lien de confiance qui se crée, bien là, ça nous permet d'avoir une meilleure idée aussi de sa situation, puis de voir, bien, est-ce que la personne vit une situation d'exploitation sexuelle. Évidemment, selon la loi, toutes les personnes mineures qui échangent des services sexuels, c'est considéré comme de l'exploitation sexuelle. Ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est quelque chose qu'on doit garder en tête et on doit s'adapter. Si tu veux le répéter, tu peux le répéter une deuxième fois pour que tout le monde l'entende, que ça soit clair. Que ça n'a pas toujours été le cas. Que ça n'a pas toujours non, été je le cas. parlais plus de la partie de la légalité. Quand c'est mineur. Oui. Mais c'est plus qu'on laisse les jeunes arriver, se déposer, nous expliquer leur situation. Puis on veut qu'ils se sentent entendus, puis pas jugés. Puis j'ai l'impression que quand tu crées ce lien-là avec les jeunes ou que tu les laisses dans un espace qui est moins peut-être contraignant, ça leur permet aussi d'explorer un peu plus les choses négatives qu'ils vivent au lieu d'arriver tout de suite en mode défense de « ben tu comprends pas, tu sais pas c'est quoi ma réalité, tu peux pas comprendre », puis d'empêcher un peu là, l'intervention. Puis voilà, un peu comment je décrirais. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que le non-jugement puis l'ouverture, c'est vraiment un besoin que les jeunes ont. Puis dans le fond, nous, mettons, peut-être comparativement au PIOM, c'est qu'on a déjà des jeunes qui nous sont référés. Les jeunes ne viennent pas à nous, c'est nous qui allons aux jeunes. Après ça, le jeune a le choix d'accepter ou pas d'être dans le programme. Donc, tu sais, on parle d'exploitation parce qu'on a des mineurs, parce qu'on veut que la personne... on veut mettre fin à sa situation d'exploitation sexuelle éventuellement. Ça serait le but ultime. Donc, qu'elle est exploitée, là, il y a un proxénète, elle n'est pas libre de ce qu'elle veut faire et tout ça. C'est ça qu'on veut cesser. Donc, quand on va voir la jeune, c'est sûr que sur notre site Internet, on parle d'exploitation, on parle d'échange de services dans un contexte d'exploitation, mais quand on parle à la jeune, moi, je lui explique bien. Exploitation sexuelle, c'est au niveau de la loi, mais si pour toi, échange de services sexuels, prostitution, sugar baby, escorte, peu importe le terme, c'est ce qui... comme connecte avec toi, c'est ça les termes que tu veux utiliser, on y va avec ça. Moi, dans le fond, c'est juste que avec la loi, avec le fait que tu es mineur, avec tout ça, on parle d'exploitation, mais c'est plus des termes d'intervenants, d'adultes, j'ai le goût de dire. Après ça, on y va avec ce que la jeune veut. Puis par la suite, on l'accompagne là-dedans dans un non-jugement. Puis de faire en sorte de voir c'est quoi sa situation, où elle veut aller. Puis on l'accompagne à travers ça. Parce que tu coordonnes pas une organisation, une ressource, tu es coordonnatrice du programme Sphère. Oui. Là, je vais faire la personne qui ne sait pas vraiment c'est quoi, qui n'est pas le directeur général dans Marche 12-17, qui fait également partie de Sphère. Mais pour les personnes qui ne seraient pas au courant, le programme Sphère, en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est juste En Marche? Je vois que tu as une belle fleur sur ton cœur, justement. Oui, c'est ça. Dans le fond, non. Le programme Sphère, on est plusieurs partenaires qui forment Sphère. Donc, En Marche en fait partie. Il y a l'Anonyme aussi, qui est un autre organisme communautaire. On a les Centres jeunesse de Montréal, Santé Québec, là, ils changent de nom régulièrement, CIUS Centre-Sud, bref, le Centre jeunesse à Montréal, qui est un de nos partenaires. On a l'équivalent côté anglophone, donc Batcha, qui fait partie des partenaires. On a la Fondation Marie-Vincent, qui est au niveau de la psychothérapie sur les violences sexuelles. Et on a le programme Les Survivantes qui est en lien avec le SPVM. Donc, tous ces partenaires-là forment le logo de Sphère. Puis nous sommes tous ensemble à travailler autour de ces jeunes-là. C'est vraiment un programme de concertation qui est intégré. On se voit chaque semaine, on discute, puis nos jeunes, qu'ils soient du communautaire, de l'institutionnel, on travaille ensemble. Ça doit être facile de rallier tous ces acteurs-là tout le temps. C'est très facile. Il n'y a jamais de discussion. En fait, la première année, ça fait 7 ans et demi même que le projet existe. La première année a été que de discussion et de s'entendre sur
les signalements, la réduction des risques, des méfaits, comment qu'on fait ça, comment qu'on travaille ensemble, parce que j'ai nommé le Centre jeunesse, j'ai nommé la police. Bon, fait que ça a fait des belles discussions. Mais je dirais que c'est de plus en plus facile parce qu'on se connaît, on se fait confiance. Mais ça va toujours être en travail. Mm-hmm. J'aimerais revenir sur un élément qu'on parlait dans la perception que vous avez nommé, là, que le public en général va avoir aussi de ce que vous faites et les jeunes aussi. On ne va pas parler d'échange de services sexuels dans une situation d'exploitation sexuelle. Quand on rencontre la jeune, on lui demande qu'elle fait ça. Est-ce qu'elle va réagir de manière très positive ou en tout cas s'identifier à tout temps à ça, malgré le côté légal? Pas toujours. Je voulais quand même parler du côté sensationnaliste rapidement pour ne pas l'oublier parce que ce podcast, notamment, vise à être un peu différent à ce niveau-là. On n'a pas envie de faire des grands éclats larmoyants sur les situations de jeunes. On risque d'avoir des jeunes, d'ailleurs, qui vont venir sur ce podcast, mais on va essayer d'ailleurs de les intéresser sur les sujets qui les touchent plus que sur raconter ad vitam aeternam leur vécu. Et justement, l'exploitation sexuelle, qu'on pourrait qualifier de mode quand même depuis un certain nombre d'années, représente souvent ces personnes-là comme d'ailleurs étant des femmes. Je pense qu'il y a quand même un élément où c'est beaucoup des jeunes filles tout de même, mais c'est des jeunes femmes qu'on va voir atterrir le regard bas, assises ou couchées, qui évoquent la peur, la pitié. On va aller chercher l'émotion, mais on va peut-être trouver d'autres choses de plus néfastes au bout du compte en portrayant ces jeunes-là comme des victimes peut-être. Donc, je me demandais comment est-ce que vous pensez qu'elles devraient être représentées, ces personnes-là, ces jeunes-là. On va y arriver un peu à votre intervention directe. Mais avant, pour nous donner un portrait, pour rentrer là-dedans en se disant « Oh, c'est peut-être pas ce que je pensais des jeunes qui sont exploités sexuellement, mineurs et majeurs. » Qu'est-ce que vous en pensez? Je te dirais que cette description-là s'applique très peu aux personnes qui fréquentent le PIANP. Mm-hmm. Je te dirais que la majorité des personnes qui fréquentent l'organisme, c'est des personnes trans ou des personnes queer. C'est beaucoup des personnes qui sont aussi, visiblement trans. Puis des fois, ça peut amener des situations de discrimination. Surtout au niveau de l'emploi. C'est des personnes qui, des fois, ont des problématiques de santé mentale, n'ont pas nécessairement le soutien ou le support nécessaire pour les accompagner là-dedans. Des personnes en situation d'itinérance aussi. On est moins, je te dirais, dans les pauvres petites filles qui sortent de centre jeunesse. On est vraiment plus dans des jeunes qui se retrouvent en situation de survie où c'est, je dois dormir ce soir, je dois manger, ou comme je n'ai pas d'argent cette semaine, puis il va falloir que je paye mon loyer. Fait que c'est plus ces situations-là qu'on voit au niveau de la survie, plus que ce qui est représenté peut-être là, dans les médias. Oui, puis si je peux me permettre, on le réalise également quand on parle de fugue. On va parler de fugue définitivement parce que c'est le cœur de notre organisation. Donc, le podcast va sûrement traiter de ce sujet bientôt. Par contre, c'est la même chose qu'on voit. Puis je pense qu'on lit un petit peu les deux. Souvent, les jeunes exploitateurs sexuels vont fuguer, puis c'est ce qui va faire qu'ils vont se mettre en danger et tout ça. Donc, on imagine que tout le monde se met après eux. Dès qu'il y a une fugue de centre jeunesse, oh là là, toute la police de Laval, de Montréal, etc., partout au Québec sont en train de rechercher activement cette jeune fille. Pas nécessairement le cas. Ouais, c'était juste un petit aparté. Je me demandais, est-ce que tu es d'accord avec cette perception-là? Oui, bien moi, c'est sûr que, tu sais, dans Sphère, on a majoritairement des jeunes filles s'identifiant comme jeunes filles. Puis on en a beaucoup qui sont du centre jeunesse ou qui sortent du centre jeunesse. C'est les références qu'on a. Moi, c'est sûr que les jeunes qu'on accompagne dans Sphère, les jeunes qui sont pliés comme ça, qui ont l'air déprimés, qui ont l'air battus, ça les interpelle pas du tout. C'est vraiment du sensationnalisme. Ça fait juste donner envie aux gens d'avoir pitié d'une situation que les jeunes n'ont pas envie qu'on ait pitié d'eux, même si c'est pas quelque chose qu'ils souhaitaient qu'il leur arrive. Ça leur enlève un pouvoir. Ça les met dans une situation où ça les ramène à comme s'ils étaient juste ça,
qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Ça les ramène à ce qu'ils ont vécu à la place de se dire, c'est une personne qui a vécu une situation, puis elle peut s'en sortir, elle a un pouvoir, elle va de l'avant. Donc, moi, je préfère qu'on mette des images... le programme Sphère, on a un nouveau site Internet depuis octobre, puis c'est un univers de Sphère. C'est des bonhommes animés, c'est des nuages, c'est pas triste, c'est pas méga joyeux non plus, mais c'est juste un univers parce que pour moi, il n'y a pas de visage à l'exploitation sexuelle. Un peu comme des nerds, là. Un peu comme les nerds, exactement. C'est ça, les nerds, ouais. Voilà, varié, puis le c'est un logo, il est arc-en-ciel. rempli de couleurs, donc c'est ça. Ouais, c'est très divers. Puis, au-delà de l'image, donc, je pense que je peux peut-être deviner votre réponse, mais est-ce que les jeunes que vous voyez dans vos interventions, dans vos programmes, organisations respectives, est-ce que c'est des jeunes qui s'identifient comme des victimes, généralement? Ben, je te dirais que pour nous, plus ou moins, tu sais, c'est aussi important de noter que les personnes mineures qu'on voit sont très peu nombreuses, là. C'est quand même assez difficile de rejoindre des jeunes qui seraient en situation d'exploitation sexuelle ou qui échangent des services sexuels, surtout pour nous, surtout pour la position de l'organisme. Mais les gens qu'on voit, non, s'identifient pas nécessairement comme victimes, dans le sens où, pour eux, c'est vraiment plus une question de survie. Mm-hmm. Donc, si j'arrive avec, ben, tu vis de la violence, tu es une victime, puis que c'est la seule chose sur laquelle je me base pour décrire un peu son expérience, cette personne-là risque pas de revenir. Puis je pense que c'est ça qu'on offre aussi à ces jeunes-là, c'est cet espace-là bienveillant, puis accueillant, puis un peu comme tu disais, tu sais, qu'ils sont pas juste ça. Non, exactement. Il y a tellement plus aux alentours d'eux. C'est des artistes, c'est des jeunes qui sont super engagés, c'est des gens qui ont de la drive. Fait il y a plus que de juste les échanges de services sexuels ou la situation d'exploitation sexuelle. Ces personnes-là ne sont pas qu'une seule facette. Exactement. L'approche globale. Saison 3, épisode 17, c'est là qu'on va en parler, donc écoutez-nous jusqu'à là. Mélissande? Ben c'est ça, ces jeunes-là, ils ont des aspirations, ils sont pas juste ça. Puis je dirais que moi, même si, tu sais, on a une variété de jeunes, là, qu'il y en a qui sont allés vers un proxénète pour essayer l'échange de services en pensant qu'ils allaient faire l'argent, puis tout ça. Il y en a d'autres que, bon, c'est un peu plus, ils sont tombés amoureuses. Il y en a, tu sais, c'est varié les possibilités, mais la majorité du temps, elles ne se voient pas comme des victimes, elles ne veulent pas être des victimes parce que c'est associé souvent à de la pitié. Ils n'ont pas besoin de ça. Puis souvent, ce qu'on discute avec les jeunes, c'est qu'il y a aussi une différence entre je suis victime et avoir été victime de quelque chose. Puis nous, on préfère accompagner les jeunes à leur dire, ben t'as peut-être été victime d'une situation, mais ça veut pas dire que t'as pas un pouvoir d'agir dessus, qui est une différence de quand on est victime de quelque chose. Empowerment, saison 2, épisode 4, ça s'en vient aussi. Voilà. Puis pourtant, pour travailler, comme vous l'avez dit, avec la loi, avec les mineurs, il faut pourtant que la personne accompagnée adhère d'une certaine manière au fait qu'elle est une victime, n'est-ce pas? Sinon, on attend leur anniversaire de 18 ans. On commence à ce moment-là à aborder les vraies questions de fond, à écouter, à répondre à leur vraie réalité. Donc, avec cette mise en bouche, comment est-ce que vous parlez d'exploitation sexuelle avec les jeunes? Mineurs? Avec les jeunes mineurs? Ça te s'inspirer ou j'y vais? C'est une bonne question. Encore une fois, les jeunes mineurs que nous, on voit, on en voit très peu, encore une fois. Puis d'ailleurs, le PIAMP, il y a le M aussi là, qu'il va falloir changer pour majeur, mais Ben, il peut c'est rester ça. un M Il y a en plusieurs- situation, le PIAM-6 en situation d'exploitation sexuelle, je sais pas. Ça va être. Il fallait à changer à chaque revoir, fois qu'il y avait une nouvelle appellation, ça serait quand même. Oh mon Dieu, ça serait. laborieux. On finirait plus, je pense, de changer de nom. On pensait peut-être le changer pour juste jeunes qui échangent des services sexuels, puisqu'on Ouais. parle de jeunes. Ça C'est serait en le général. Jess, ce serait quand même Le cool. un peu. Jess. OK, Le Jess, on a une ça primeur pourrait ici être- quand même. Là. Ben là, je dis ça, mais j'en parle avec mes collègues avant. J'ai beau être co-cordo, je n'ai pas tout le pouvoir de décision sur le changement Non. de nom de l'organisme, mais ça pourrait être C'est plus global. Ouais, ça fait plus général. plus Ça global. pourrait être, ouais. Puis, tu sais, jeune, on sait que la jeunesse aussi, ça s'étire jusqu'à 25 ans. Effectivement. Fait que, mais pour revenir... Attends, peux-tu me reposer ta Oui, question? bien en fait, comment est-ce que vous parlez d'exploitation sexuelle avec ces personnes qui ne se voient pas nécessairement comme des victimes, mais pourtant, tu sais, vous recevez un peu de financement en lien avec ça pour travailler avec des victimes, souvent, mais là, on arrive puis on
faut qu'on parle avec des personnes qui se sentent autonomes dans ce qu'elles font, qu'elles soient mineures ou majeures. Donc, comment est-ce que vous intervenez avec ces personnes? Ben je pense que ça revient un peu à ce que je disais au début, en fait, du podcast, il y a des études sur le fait que d'utiliser un langage qui correspond à un certain groupe de personnes, ça va permettre de créer plus un lien. Puis en faisant le choix aussi d'utiliser échange de services sexuels, ça permet d'aller chercher cette population-là qui est peut-être pas rejointe par des institutions plus traditionnelles qui vont justement utiliser les termes exploitation sexuelle, victime, qui sont peut-être plus dans certains cadres dans lesquels ces jeunes-là se retrouvent pas. Fait qu'on essaie d'avoir cette approche-là qui est un peu plus alternative pour aller être un peu ce dernier filet-là de ces personnes-là qui rentrent peut-être pas dans les services traditionnels, mettons. Fait que c'est sûr que quand on a des mineurs, moi, je leur explique la loi, je leur explique la légalité de la chose, mais je laisse la personne aussi me parler de son expérience. Puis si la personne me dit vivre des bénéfices, ben je le reconnais que la personne vit des bénéfices. Parce que si la personne en retirerait pas... Elle le ferait pas, c'est ça. Si elle vivrait pas quelque chose de positif ou bénéficiante pour elle, je sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, s'il y avait pas de bénéfices pour la personne, ben elle le ferait pas. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a comme approche au Piamp. Merci. Puis je pense qu'avec Sphère, c'est un peu différent quand même parce que ça arrive pas souvent, ou en tout cas, là, il faut qu'il y ait une reconnaissance pour rentrer dans le programme. Oui, bien, dans le fond, c'est ça, la grande différence. Mais je le nommais tantôt, on est un programme, nous, on se fait référer les jeunes. Puis pour plein de raisons, un des critères un peu, si on veut, pour que la jeune puisse être dans sphère mineure, il faut qu'il y ait eu un signalement. Il n'est pas obligé d'être retenu, il n'est pas obligé d'être... en exploitation sexuelle, mais il doit avoir eu un signalement. Puis cette personne-là doit vouloir apporter un changement à sa vie. Le changement peut être minime soit-il, du genre j'ai besoin d'ouvrir sur la situation, j'ai des questionnements, j'ai envie d'échanger avec un intervenant. C'est bien correct. C'est un minime changement à une porte. Une jeune qui dirait, moi, tout va bien, j'ai pas d'enjeu, je suis en lune de miel, la vie est belle, ben sphère va arriver peut-être éventuellement plus tard, ça sera pas le moment. Fait que oui, il faut qu'il y ait une sorte de reconnaissance d'avoir vécu une situation d'exploitation sexuelle. À partir de là, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a eu un échange de services au courant de ta vie? Oui, parfait. Est-ce que tu as envie qu'on en discute puis qu'on explore ça? Oui. Bienvenue à Sphère. Donc, tu pourrais le reconnaître 5 minutes après, te faire dire en fait par la jeune qu'elle fait du travail du sexe maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous intervenez encore avec? Vous dire, désolé. Ah non, mais bien sûr qu'on intervient encore ensemble avec elle, puisque ces mots, c'est les nôtres, là, dans le fond. C'est sa situation. Qui suis-je, moi, là, pour aller dire non, c'est pas du travail du sexe. À partir du moment où je peux lui répéter qu'au nom de la loi, dans les centres jeunesse, quand elle va entendre parler de ça, ils vont parler nécessairement de victimes d'exploitation sexuelle. À partir de là, c'est elle qui définit sa situation. Puis on va y aller avec les mots qu'elle désire, mais c'est ça. Si on revient sur la loi, ce que c'est, on peut le remettre, mais je le ferai pas à chaque rencontre, là. C'est comme, je te fais un petit speech de début de voici la loi, comment tu veux qu'on en jase, puis après ça, tes termes seront les miens, là. C'est sa vie, sa situation. Donc, je me demandais un peu plus, comment est-ce que vous adaptez votre discours quand vous parlez aux jeunes et ou publiquement? Est-ce que vous sentez que vous adaptez plus votre discours quand vous parlez aux jeunes ou quand vous parlez publiquement? Ben, je peux me lancer, là. C'est sûr que notre discours va peut-être un peu changer quand on parle publiquement. Je pense que c'est important aussi pour nous de bien expliquer ou de bien se faire comprendre quand on parle de nos services ou de ce qu'on fait. Puis c'est souvent bien compris par les jeunes qu'on voit. Souvent, les jeunes qu'on voit aussi, c'est des jeunes qui sont connus de plusieurs autres milieux, plusieurs autres services, plusieurs autres organismes communautaires. Puis ils sont assez là-dedans depuis assez longtemps, qu'ils savent c'est quoi la réduction des risques. Ils sont, comme je disais tantôt, ils sont super allumés, puis ils sont tellement bright. Puis fait que quand on en parle aux jeunes, ils ont déjà une certaine connaissance, ne serait-ce que de leur vécu personnel, que monsieur et madame tout le monde aurait peut-être pas. Puis quand on parle de sexualité rémunérée, puis d'adolescence, puis qu'on met tout ça ensemble,
ça vient beaucoup chercher les gens, puis avec raison. On veut tous et toutes la même chose pour les jeunes. On veut leur bien, puis on veut pas qu'ils se retrouvent dans des situations exploitantes, dangereuses ou violentes. Mais justement, est-ce que vous avez des exemples de situations où c'est vraiment nécessaire là, d'aller en réduction des risques avec les jeunes pour qu'il y ait une approche plus, pour ne pas dire abolitionniste, cadrée, disons, plutôt tu fais de l'exploitation sexuelle et tu dois le reconnaître pour qu'on puisse cheminer. Une fois que tu l'auras fait, ben, on va aller de l'avant ensemble puis tu vas mettre ça derrière toi. Pourquoi? Alors, avez-vous des exemples de situations, évidemment, sans nommer des noms de personnes directement, mais dans ce que vous avez vu dans votre parcours, ça peut être récent ou plus ou moins récent, des situations où les jeunes, c'est vraiment pertinent, plus que pertinent, nécessaire d'intervenir en réduction des risques avec ces personnes-là, parce que sinon, on sait que ça va mal finir. Puis il faut mettre un filet de sécurité qui s'il n'est pas présent, même si on prend des risques, va faire en sorte qu'on va peut-être perdre le contact avec la jeune et que la jeune va perdre contact avec les gens autour d'elle. Les gens autour d'elle, en effet. Je sais pas, je vous mets un peu on the spot. Est-ce que vous avez des situations qui vous viennent par rapport à ça? Ben, j'ai pas vraiment de situation comme précise, mais je pense que la réduction des risques, c'est vraiment important, surtout avec les personnes qui sont en situation de survie ou pour qui ces personnes-là, c'est la meilleure option qu'elles voient en ce moment. Puis on le sait, là, je pense que de dire à quelqu'un « fais pas ça, c'est pas bien », on risque pas de créer de lien. Puis comme tu disais aussi, j'ai beau dire à la personne « ben je vais appeler la DPJ sur toi, puis on va t'enfermer », mais à la seconde où tu sors, tu te retrouves dans une situation de survie encore, puis t'as pas nécessairement les outils pour avancer peut-être que tu aurais besoin, fait que tu retombes dans des situations similaires. Pour ces personnes-là, d'avoir accès à des outils de sécurité, et avoir accès à leurs besoins de base comme de la nourriture ou une douche ou une laveuse, toutes des choses qu'on a, nous, au Piamp, d'avoir accès à des hébergements, nous, c'est ça qu'on va y aller au niveau de la réduction des risques. On veut s'assurer que, ben, t'es en situation de survie. En ce moment, t'as pas d'autre option. C'est difficile pour toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que si tu fais ces choses-là, t'encours le moins de risques possible? Fait que c'est un peu comme la consommation, tu sais, partage pas tes aiguilles ou... C'est exactement ça. Fait que c'est plus là où on va y aller. C'est sûr que quand on parle de mineurs, ça vient plus toucher, c'est plus sensible. Je pense qu'il y en a des jeunes qui sont dans des situations vraiment de survie puis de marginalité assez avancées. C'est difficile aussi de leur dire, ben moi, je sais mieux que toi, qu'est-ce qui est mieux, puis tu devrais arrêter parce que c'est mieux pour toi quand la personne est en survie dans la rue, puis elle a pas l'impression qu'il y a d'autres choix. Fait que en créant le lien, justement, avec l'approche de réduction des risques, puis s'assurer que, comme, on a un contact régulier avec la personne, elle peut nous appeler s'il y a un problème, elle peut venir au local, passer, se reposer, venir chercher à manger, prendre une collation. Elle peut avoir accès à du matériel d'injection sécuritaire ou elle peut avoir accès à des condoms, du lubrifiant. On peut l'accompagner dans des rendez-vous. Ben, c'est ça qu'on va faire pour s'assurer que la personne est le plus en sécurité possible. C'est vraiment un filet de sécurité, en fait. Ouais. Ben, j'abonde dans le même sens. Des exemples, j'en ai plein. Dans Sphère, c'est principalement ça, je pense, qu'on fait le plus, c'est des filets de sécurité. On a souvent les jeunes un peu comme en marge, un peu le bout de la ligne, là, si on veut. Donc, on a des jeunes qui fuguent beaucoup pour toutes sortes de raisons. Puis, ben, on sait souvent que lors d'une fugue, ben, c'est là qu'il y a un mode survie, puis que tu as besoin des fois de faire des choix par manque de choix pour passer à travers ta fugue. Donc, nous, souvent, on le sait en partant dans Sphère quand c'est des jeunes qui ont beaucoup fugué parce qu'on a accès à l'information, puis les jeunes le disent aussi. Fait que dès le début, on va faire un plan de fugue, un peu un plan de sécurité qui va faire, est-ce que tu connais les organismes, est-ce que tu connais les lieux où tu peux aller, est-ce que tu sais que tu peux donner des nouvelles à ton intervenant Sphère en laissant juste un message sur la boîte vocale juste pour dire « Hey, je suis en vie, ça va bien ». Envoyer un émoticône par message texte juste pour dire comme « Je suis pas séquestrée », tu sais, pour pas que ça aille dans les idées que les gens ont aussi. Je pense que souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on s'imagine toujours le pire, surtout quand c'est
des personnes mineures. Donc, en mettant ça, en faisant allumer la jeune que donner des nouvelles, c'est positif. Puis de lui montrer qu'il y a des endroits où elle peut aller se mettre en sécurité sans nécessairement qu'elle soit retournée automatiquement au centre. Ça leur donne envie de côtoyer ces lieux-là. C'est là aussi qu'on va pouvoir leur dire, tu sais, on sait, t'as été en situation d'exploitation sexuelle. On a des possibilités de croire que ça risque de se reproduire. T'as-tu des condoms? Est-ce que tu sais que Air Ouverte qui peut te recevoir une infirmière pour des tests de dépistage? Fait que dans le fond, c'est vraiment de mettre un petit sac à dos, là, l'image, là, puis mettre plein d'outils dedans, puis de dire, on reste là, on t'accompagne, et ce, jusqu'à ta majorité, parce qu'à 18 ans aussi, t'as encore besoin d'être soutenu. Fait que, ouais. On va y aller avec Sphère, en fait, là, plus directement, parce que... non, allons-y. La question un peu que je me pose, c'est est-ce que... Parce que je l'entends, en fait, puis je l'ai entendu dans ma famille, dans mes amis. Je pense que plusieurs personnes l'ont entendu aussi. Le fait de faire un plan de fugue, est-ce que ça va les encourager à fuguer puis à se mettre dans des situations à risque? Est-ce que c'est ce que vous voyez sur le terrain, là, concrètement dans votre travail? Le fait de mettre des filets de sécurité, est-ce que ça leur donne envie de se pitcher dans le filet puis de le briser? Ou est-ce que vous pensez qu'ils briseraient ils planteraient à terre peu importe, pas de filet, puis ils seraient juste plus mal? Qu'est-ce que vous voyez? Ben moi, souvent, ce que j'ai envie de répondre, c'est un peu comme Jeanne elle disait tantôt, c'est un peu la réduction des risques en lien avec la consommation. Puis tout, moi, mon meilleur exemple, c'est est-ce que parce que tu parles de sexualité, de faire l'amour à ton ado, à ton enfant, parler de préservatif, ça veut dire nécessairement go, vas-y, va faire l'amour n'importe comment, n'importe quelle façon? Pas du tout. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Généralement, c'est quelque chose qui a été établi à travers les années, que parler de sexualité, c'est de la prévention, c'est important, ça met un cadre, ça fait en sorte que le jeune ne va pas s'instruire sur Internet de n'importe quelle manière. Donc, pour moi, le filet de sécurité, parler... La personne, elle l'a déjà vécu, là, la situation d'exploitation sexuelle. Fait que ça s'est déjà produit. Peut-on l'aider à faire en sorte que si jamais ça se reproduit ou si jamais c'est toujours d'actualité, fais-le d'une manière où tu sais que tu vas pouvoir avoir des gens qui vont pouvoir t'accompagner là-dedans, que tu vas pouvoir avoir les outils nécessaires pour que ton risque soit moins grand. Fait que c'est pas parce qu'on en parle, c'est pas parce qu'on met un filet de sécurité que ça va se passer. C'est déjà là. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est on va venir te soutenir. C'est un peu comme si la personne veut sauter en bas d'un étage puis tu mets une trampoline pour l'aider à rebondir à la place de la faire s'écraser par terre. C'est l'image que je vois. Ben, pour garder ton image, sauter d'un étage sur un matelas, peut-être que ça aide. Si c'est rendu à 5-6 étages, est-ce qu'on met quand même un matelas ou est-ce qu'on dit on va appeler les pompiers parce que... On va mettre une trampoline, on va appeler les pompiers, on va faire tout ce qu'on peut pour tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour aider la jeune. Mais pour réduire les risques, ce qui est la risques. réduction des risques. En Mais effet. Je pense que, tu sais, justement, par rapport à la réduction des risques, c'est aussi d'avoir des professionnels qualifiés qui sont capables de bien évaluer les situations. Tu sais, comme tu dis, la personne, elle saute d'un balcon du premier étage, un matelas, c'est correct, mais si on voit qu'elle est rendue à 10 étages, ben là, ça va amener, pour protéger la personne puis réduire les risques, ben, ça va peut-être amener des actions qui sont différentes ou qui sont plus intenses, mettons. Mais je pense que les gens ressentent peut-être beaucoup de honte ou de tabou à parler de certains enjeux comme la santé mentale, la consommation, la sexualité. Puis, il y a cette culture-là du silence, un peu de comme, pas dans ma cour, on n'en parle pas ici, non, ça n'existe pas. Un peu comme si on veut faire l'autruche, puis si on fait l'autruche assez, bien, les problèmes, ils vont disparaître. Mais les problèmes, ils vont pas disparaître, ils vont juste s'étaler, puis ils vont juste s'empirer. Fait que je trouve ça dommage qu'on s'empêche d'avoir des conversations en se disant, mais ça va les inciter à, alors que tout ce qu'on fait, c'est d'explorer avec la personne des choses que la personne se pose déjà comme question. Fait que, comme tu disais, pourquoi pas avoir accès à des gens qualifiés ou des ressources ou de l'information pertinente, nuancée, réaliste, plutôt qu'aller sur les réseaux sociaux puis te faire bombarder de plein de messages complètement contradictoires.
Bref, moi, je pense que ça démontre un peu... Les chambres d'écho, en effet. Là. Ouais. Ben, puis souvent, je pense que les gens, quand ils veulent faire l'autruche, puis on est bien bon, on peut être bien bon là-dedans, c'est aussi un sentiment d'impuissance. Les gens ont peur, ils savent pas trop, puis oh mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Ben justement, laissons les gens qui sont habiles, qui ont cette ouverture-là d'aller parler avec ces jeunes-là, puis leur dire, il y a des espaces où tu peux aller chercher l'aide nécessaire, l'accompagnement nécessaire, là, peu importe. Puis ceux qui sont pas à l'aise, ben référez vers les places que vous savez maintenant qui sont à l'aise d'accompagner ces jeunes-là. Mm-hmm. Il y a plein d'éléments là-dedans. Là. Il y a l'idée de laisser une personne essayer par elle-même. Donc, on a l'empowerment, le développement du pouvoir d'agir. Mais pour, justement, si elle tombe, ben, elle va réaliser par elle-même. C'est comme ça qu'on réalise le mieux possible, qu'on va peut-être dans les chemins qui nous tentent moins. Puis on se fait seulement dire, ben c'est plus difficile des fois de l'intégrer. Puis d'ailleurs, au programme Sphère, est-ce qu'il y a des situations où vous allez prendre des modes plus intenses, là, si jamais ça va pas bien, ça peut dégénérer? Est-ce que tous les acteurs, tu sais, je vois la belle fleur, tous les acteurs sont d'accord sur prendre ce niveau de risque-là? Ou est-ce que des fois... vous sentez qu'il faut s'entendre sur quelque chose d'un un petit peu moins large comme filet, mais un plus gros matelas? Généralement, les acteurs s'entendent tous maintenant pour travailler dans la même direction. C'est ce qui fait... un jeune ne devrait pas voir de différence quand il y a un intervenant du communautaire ou de l'institutionnel qui travaille avec lui. Ça devrait être la même base. Après ça, chaque intervenant a sa couleur, là, mais... Par contre, on a travaillé vraiment fort depuis plusieurs années pour mettre quelque chose en place parce que vu qu'on travaille majoritairement, tu sais, nous, comparativement, mettons, au Pion, notre grande majorité, on les a à 15-16 ans. Là, fait que c'est une grande entrée. Tu sais, comme ils sont mineurs, puis on traverse avec eux à l'âge adulte, mais on en a vraiment, tu sais, je dirais 95% là, de nos références, c'est des jeunes qui arrivent dans le programme puis qui sont mineurs et du centre jeunesse. Donc, sont déjà en hébergement, déjà en signalement. Déjà signalés. Pour exploitation sexuelle. Exploitation sexuelle. Au départ, peut-être pour autre chose, par la suite, pour exploitation sexuelle. Donc, il y a un intervenant social. Ils ont déjà toutes là des gens autour d'eux. Fait que nécessairement que quand elles sortent à l'extérieur, puis là, je dis elles parce que c'est une majorité de jeunes femmes, mais quand elles sortent et qu'elles fuguent, ben c'est sûr que la peur arrive rapidement. Donc, on a mis en place un processus qui fait en sorte que si, par exemple, on a une jeune qui nous parle d'un plan quelconque pour sa fin de semaine, par exemple, puis que là, l'intervenant Sphère décide de dire « Hey, moi, je te propose ce plan de sécurité-là. Là. Tu connais ça en marche? Peux-tu me texter? Il propose là, une panoplie de choses qui vont faire un filet de sécurité. » Puis que la jeune a dit « Fuck off. Moi, ce que tu me dis, ça m'intéresse pas. Je fais mes affaires. Ciao, bye, je m'en vais. » L'intervenante va nommer à la jeune « Moi, c'est sûr que si tu refuses ce que je t'offre, je vais devoir aller chercher de l'aide plus loin parce que ce que tu me dis est vraiment inquiétant puis ça pourrait vraiment dégénérer. » Si la jeune maintient le « je veux rien savoir de toi, je m'en vais vivre ma vie », bien là, à ce moment-là, on communique avec une personne qui est du centre jeunesse, qu'on a une entente avec cette personne-là qui va pouvoir du moins être au courant puis peut-être mettre en place certaines choses qui pourraient travailler avec la jeune là, au niveau de... Si la jeune part en fugue, ben on lui dit « Écoute, rappelle-nous, on reste là, on veut être présent. » Mais c'est sûr que ça nous arrive... Si vraiment la jeune refuse tout filet de sécurité, qu'elle s'en va dans une situation qu'on sait imminemment comme très à risque, on a un numéro de téléphone d'une personne au centre jeunesse qui va pouvoir nous aider pour essayer de mettre d'autres choses en place. C'est comme une entente qu'on a. Mais je dirais que ce processus-là est mis en place depuis 1 an et on ne l'a jamais utilisé. Parce que les jeunes acceptent le filet de sécurité qu'on met en place parce que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est que quelqu'un soit au courant puis puisse les aider dans leur questionnement, leur expérience à vivre. Fait que de savoir qu'il y a des ressources, de savoir que si elle s'en va demain matin, qu'elle décide de prendre la porte puis s'en aller, qu'elle peut quand même nous appeler puis qu'on sera pas fâchés puis qu'elle va avoir une écoute. Ça fait toute la différence. Puis je pense que c'est ce qui est le plus important. C'est qu'ils savent qu'ils vont avoir encore une oreille puis un endroit à aller, même si on fait un choix qui, pour les adultes, n'est pas le bon.
Surtout à l'adolescence où c'est Voilà. particulièrement... On peut s'imaginer que des jeunes vont rester vraiment de leur côté, vont pas vouloir nécessairement s'ouvrir, mais c'est généralement pas le cas. Les jeunes ont envie de parler ou ont envie qu'on sache Ah oui. leur détresse humaine, particulièrement quand ils ont plein de questionnements qui bouillonnent. Là. Ils en ont plein de questionnements, puis souvent, ben, à l'adolescence, ils ont besoin d'aller valider ce qu'on leur dit. Fait que, tu sais, Jeanne, tantôt, elle dit, tu leur dis c'est pas bon, ben, ah ouais, tu me dis que c'est pas bon. Ben, moi, je vais aller vérifier ce que tu me dis. Fait que c'est nécessaire. On est tous passés par là à différents niveaux, puis dans différentes ça fonctionne à 2 ans, ça fonctionne à 18 quand ans. tu dis à un enfant, touche pas, là, c'est chaud, ben, souvent, il va aller mettre sa main dessus. Ben, c'est Il faut ça. qu'il l'intègre, il faut qu'il Voilà. l'expérimente. Parlant de choses qui bouillonnent, D'ailleurs, merci Mélissandre pour le premier mot en F de ce podcast. On va devoir mettre la bannière explicite sur Spotify, je pense, mais merci. Premier mot en F. Premier mot en F. Bon, tu réécouteras. Le 4 décembre dernier, une motion a été déposée par le PQ à l'Assemblée nationale, stipulant qu'on réaffirme l'engagement contre l'exploitation sexuelle, qu'on prend connaissance que les organismes communautaires promeuvent l'exploitation sexuelle et que l'on retire tout financement public à ces groupes. D'abord, le PIAMP. Est-ce que vous faites la promotion de l'exploitation sexuelle? Comment avez-vous vécu la situation? C'était vraiment dur de ne pas faire une blague en ce moment et de dire qu'on a plein d'enfants dans notre sous-sol de Montréal. En effet, il faudrait peut-être pas le dire. On pourra le couper au montage. Mais en tout cas, c'est un petit running gag avec l'équipe que... Oui, on se rappelle que... Parce que c'est tellement absurde, là. C'est ça. C'est tellement comme si on était là à dire aux jeunes yes, vas-y, c'est tellement beau, puis tu vas faire plein d'argent. C'est pas ça qu'on fait. Pas du tout. C'est sûr que quand c'est arrivé, ça nous a pris un peu par surprise. On a été avertis un peu d'avance. En fait, ma collègue Sam, qui est aussi cours d'eau, a reçu un petit courriel, puis elle est venue nous voir en nous parlant de ça. Puis au début, on s'est dit, c'est probablement rien, jusqu'à temps qu'on voit les articles. Puis et puis c'est sûr que sur le coup, on était comme, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer, en fait? On était aussi vraiment inquiets pour nos jeunes. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir se pointer devant la ressource, qui vont venir harceler les jeunes? Ça nous a aussi questionné, est-ce qu'il n'y a pas des personnes mal intentionnées aussi qui vont se dire, ah ben vu qu'il y a des mineurs là-bas, ben je vais peut-être aller faire du recrutement ou quoi que ce soit. Fait que ça nous a vraiment inquiétés d'avoir été nommés aussi publiquement. Puis est-ce que vous avez été nommé, pas dans la motion? Pas dans la motion, mais dans... le point de presse précédent. C'est ça. Je pense que c'est ça qui nous a stressés aussi, c'est qu'au début, on n'avait pas accès à la motion, donc on ne pouvait pas vraiment vérifier. Donc, toutes les informations qu'on avait, c'était vraiment que Paul Saint-Pierre Plamondon avait utilisé le PIAMP un peu comme bouc émissaire, puis nous avait vraiment mis... de l'avant, là, ça nous a mis de l'avant. Puis, ça nous a aussi pris par surprise parce qu'on n'a jamais eu de messages, de courriels, on n'a jamais eu de demande de personnes du Parti québécois ou de n'importe quel autre parti d'ailleurs là, pour se renseigner sur ce qu'on faisait, sur notre approche, sur les jeunes qu'on aidait. Est-ce que vous avez eu des appels depuis pour vous demander d'expliquer? On a eu quelques moments où on s'est expliqué. On a eu certaines rencontres dans les dernières semaines, les derniers mois. Veux pas pour s'assurer que tout était correct. Puis ça s'est super bien passé. Puis comme ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas eu de avant, il y a juste eu la motion puis un après. Ça a vraiment, ça nous est vraiment tombé dessus, là, de même. Fait que ça a vraiment été stressant, mettons. Je peux imaginer. En temps de période des fêtes, bientôt. Première neige en plus, puis on se fait rentrer dedans. Vrai. Mais ouais, ça a été un coup dur, mais ça s'est bien terminé, je pense. OK. Donc, même dans l'émotion, il y a des bénéfices qu'on peut en retirer, tout comme l'exploitation sexuelle. Ben, je pense que la motion, quand on s'est exprimé avec notre lettre ouverte,
on l'envoyait à plusieurs de nos partenaires du communautaire. Puis, il y avait beaucoup l'emphase sur justement la réduction des risques. Puis, c'est une approche qui n'est pas super bien comprise. Puis, avec des choses qui se sont passées aussi dans les derniers mois, que ce soit en lien avec l'itinérance ou avec la fermeture de centres d'injection supervisés, ça amène une certaine inquiétude au niveau des organismes. Puis ça amène aussi une autre inquiétude de, jusqu'à quelle mesure, en fait, est-ce que le gouvernement a un impact direct sur le financement des organismes autonomes? Puis ça a été vraiment une belle expérience de voir le soutien du communautaire, puis de voir les gens se mobiliser, puis se supporter, puis de faire quelque chose un peu avec ça, puis de ressortir quelque chose de positif de toute cette motion-là. Avec beaucoup d'émotions, justement. Beaucoup d'émotions. L'idée, de mots. par contre, c'est que on est prêt à le défendre. C'est pour ça qu'il y a vraiment une popularité, je pense, dans ce mouvement-là de venir vous soutenir. C'est pas que nécessairement que toutes les organisations travaillent en exploitation sexuelle, mais je parle pour mon organisation, là, le segment où le propos des invités est réel à la personne qui anime. On parle de fugue. Oui, moi, je vais être le premier à admettre qu'il y a des bienfaits à la fugue. Le fait que des jeunes partent en fugue, il y a des raisons pour lesquelles les jeunes vont partir en fugue. Et donc, il y a des besoins qui cherchent à être comblés. Et il y a donc des besoins qui sont probablement comblés. Peut-être pas de la manière dont tout le monde voudrait. Mais ça demeure quand même une expérience où il peut avoir des bénéfices. Sinon, personne ne le ferait. Personne ne va faire quelque chose ad vitam aeternam pour que ça ne lui rapporte rien. Puis je pense qu'avec l'exploitation sexuelle, en tout cas tout ce qui touche au côté, tout ce qui touche à la sexualité, en fait, je pense que ça vient vraiment toucher une petite corde sensible qui n'est pas encore... dont la problématique n'est peut-être pas encore bien comprise. Puis, si je pivote un peu, justement, Sphère, vous n'avez pas été nommé, mais quand même, réduction des risques fait partie de votre ADN. Bien sûr. Ça a dû quand même pratiquer la réduction des risques auprès des mineurs en situation d'exploitation sexuelle devait devenir un tantinet désagréable. Est-ce que vous êtes senti ciblé quand même? Bien, ciblé, non. Dans le sens où si on va sur notre site Internet puis qu'on nous entend parler, tantôt on demandait s'il y a une différence entre quand on parle aux jeunes puis quand on parle en politique. C'est marqué vraiment partout sur notre site Internet que c'est des jeunes qui sont en situation d'exploitation sexuelle, quand on parle de personnes mineures et tout ça. Fait que c'est bien marqué. Là où tu te demandes où est-ce qu'il pourrait avoir une incertitude, c'est qu'est-ce que le gouvernement ou le politique comprend de la réduction des risques. Parce que c'est pas parce qu'on voit des bienfaits, que les personnes qui vivent des situations d'exploitation sexuelle ou la fugue ou peu importe, en voit des bienfaits, puis c'est pour ça que ça existe, qu'on le cautionne puis qu'on l'encourage. Puis ça, c'est vraiment important de le retenir parce que la réduction des risques, c'est on sait que tu vis cette situation-là, on sait que tu risques de la revivre. Laisse-nous t'accompagner à ce que ça se passe mieux dans le meilleur des mondes. Est-ce que je suis d'accord à tout ce que tu vas faire? Non. Par contre, laisse-moi te montrer les autres possibilités, puis tu prendras les décisions que tu veux. Puis pour moi, ça, c'était vraiment important, puis j'ai le goût de dire quasiment la base de Sphère, là. Fait que c'est sûr que ça vient soulever des petits... on est frileux un peu parce que ça fait peur là, quand on entend une motion comme ça puis qu'on parle d'encourager. Moi, c'est la partie des organismes qui encouragent l'exploitation sexuelle. Donc, les gens encouragent le fait qu'une personne va être exploitée. Et ça... on parle de sexuel et tout, là, mais l'exploitation, ça peut être au travail, ça peut être dans divers... Je veux dire, personne... sauf les personnes malhonnêtes, malfaisantes, veut encourager ça. Puis je peux pas croire qu'un organisme communautaire ou tout autre va encourager une telle chose, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est surtout la compréhension que le politique, les gens peuvent faire de la réduction des risques qui est inquiétante. Et non pas ce que Sphère fait, parce que ça, je suis sûre qu'on fait un bon travail. Oui, une des pétales de la fleur étant même le SPVM, ça serait un peu difficile d'aller contre la loi dans nos actions. Ça serait particulier. Donc,
La question, vous avez parlé de la question de financement public un petit peu, justement. Est-ce que vous sentez qu'il y a une menace qui affecte la pérennité de vos programmes en ce moment, en lien avec tout cet émoi politique? Je peux me lancer. Oui et non. D'un côté, non, parce que on reçoit du financement depuis les années 80. La mission n'a pas changé. On soutient beaucoup de jeunes. On est connu du réseau communautaire. On est connu du réseau institutionnel aussi. Comme, je suis pas inquiète par rapport à ça. Mais là où je suis inquiète, c'est de certains projets peut-être plus spécifiques ou certaines branches gouvernementales qui auraient une approche peut-être plus abolitionniste. Peut-être que ça pourrait avoir un impact négatif sur la façon dont ils nous perçoivent. Nous, ça nous force aussi à prendre un peu de recul. Puis c'est pas négatif, là, mais ça nous force à prendre un peu de recul aussi, puis à se dire comment est-ce qu'on veut faire pour être encore mieux compris. Comment est-ce qu'on veut faire pour être sûr et certain que comme notre mission soit claire, puis que ce qu'on veut pour les jeunes, c'est leur bien-être, puis on n'est pas là pour les encourager, les lancer ou leur donner un guide de A à Z pour leur expliquer exactement en détail comment faire. Ce n'est pas ce qu'on fait. C'est vraiment de la réduction des risques. Donc, je te dirais que c'est mitigé. Ça va être à voir dans les prochaines années, mais pour le moment, on tient le cap, puis on n'est pas trop à risque, je dirais, en ce moment. Pour ce faire, notre financement, on le sait jamais vraiment d'avance. On est financé, là, on en a pour encore 1 an. Après ça, qu'en est-il? Je pense pas que ça serait la motion qui serait nécessairement qui ferait en sorte qu'on n'aurait pas d'autres financements, là. Fait que je dirais non, mais je veux dire, tantôt Tristan tu l'as nommé, l'exploitation sexuelle, tu sais, ça va un peu en, c'est bizarre de dire ça, mais c'est une mode, fait que tu sais, jusqu'à où il va y avoir du financement par la suite pour continuer à travailler avec les gens qui sont en situation d'exploitation sexuelle. Moi, c'est plus là que je vois un risque de financement. Avec plusieurs changements de gouvernement en vue, oui, probablement. Dernière petite question pour peut-être un peu changer la donne. On fait cet épisode-là notamment, puis le prochain, la semaine prochaine aussi, en lien avec cette thématique-là. On va pas toujours parler d'exploitation sexuelle, mais ça fait partie un peu de notre offre de service. Mais tout de même, c'est en raison de la semaine de prévention de l'exploitation sexuelle auprès des mineurs. Sans surprise, malgré les nuances importantes qui résident, l'exploitation sexuelle existe en 2025 en grande partie parce qu'il y a d'abord une grande inégalité homme-femme. On peut définitivement argumenter que les personnes queer vivent autant, sinon davantage d'inégalités. Cela dit, réside toutefois un gap notable de genre qu'il faut quand même nommer, qui est exacerbé peut-être par la montée du masculinisme, des rhétoriques radicales, des droits qui sont bafoués. Cette petite mise en contexte, parce que la semaine clôt aussi avec la Journée des droits de la femme, la semaine de prévention, je pense que c'est pas anodin non plus. Il y a des termes qui sont entrés dans le langage populaire qui réfèrent au vécu des personnes exploitées, pas seulement sexuellement, comme tu l'as dit, Mélissandre, comme pimpé, putain, catin, ou simplement dévalorisant la femme, comme guidoune, pitoune. De manière un peu plus large, qu'est-ce que vous pensez de ces terminologies-là puis de l'impact que ça a sur les jeunes, les organismes, la société? Grosse question. Ouais, c'est... Ou alors que l'intégration de ces termes dans le langage populaire, qu'est-ce que ça vient exacerber? Je vais y aller avec le mot pimper et autres. C'est sûr que quand tu grandis ou que tu entends autour de toi des termes comme ça à longueur de temps, ça vient un peu banaliser puis normaliser certaines choses qui ne devraient pas, parce que c'est pas des termes... c'est pas des beaux termes, là. C'est pas des qualificatifs, là. Traiter quelqu'un de pitoune, de ci, de ça, je veux dire, il n'y a rien de cute là-dedans.
Puis il y en a aussi pour les hommes, soit dit en passant. Là, je veux dire, tout terme qui dénigre quelqu'un, pour moi, ne devrait pas faire partie du langage populaire. Mais bref, le mot pimper, exemple, c'est un mot qu'on entend souvent pour dire je vais pimper ma pizza, je vais pimper ma chambre, pimper mon char. La rendre meilleure. La rendre meilleure. Fait que c'est sûr que, tu sais, bon, ça fait partie du langage populaire. J'ai plein de gens autour de moi qui l'utilisent de façon innocente, là, vraiment pour rendre meilleur quelque chose. Mais par contre, quand tu t'y attardes, ben, pimper quelque chose, on parle souvent de pimp proxénète auprès de nos jeunes. On leur dit, ils leur offrent du luxe, ils leur offrent des belles choses. C'est comme un ajout à leur vie. C'est ce qui fait en sorte souvent qu'ils sont intéressés. Fait que ça vient un peu contredire le fait que un pimp, c'est pas une bonne chose, il ne veut pas du bien, il ne veut pas ci. Mais dans la vie de tous les jours, les gens utilisent le terme pimper quelque chose pour rehausser quelque chose. Donc, ça devient contradictoire, ça peut être mélangeant, surtout quand ça fait partie de ce qu'on entend régulièrement. Est-ce qu'on pourrait utiliser piamper, peut-être, à partir d'aujourd'hui? Piamper? Piampe mon char. Écoute, Mais c'est ça que j'allais dire. Lançons c'était... Mais on voulait... Ou Jess-moi ça, peut-être. On voulait faire un... On aurait décoré les locaux avec les jeunes. Puis on l'a pas appelé comme ça, mais on a failli l'appeler Pimp ton piampe. Pimp ton faire un petit jeu avec les jeunes. Un petit jeu de mots avec les jeunes. Bref, ça l'a pas passé au conseil, mais c'est correct. Je sais pas, je pense que c'est une question qui est tellement plus large. Puis, oh mon Dieu, je saurais même pas comment répondre à cette question-là. Je pense que moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être plus de voir, en fait, que, on dirait quand tu grandis, puis tu te dis, je sais pas, que tu évolues dans certains cercles, ben, tu deviens plus consciente de certains termes ou de quoi utiliser, quoi pas utiliser, ou de, tu sais. Puis je pense que ce qui est venu me chercher, c'est d'être retournée dans les écoles secondaires, puis d'entendre les exacts mêmes discours que moi, j'entendais quand j'étais au secondaire, la clé, la serrure, puis capable. Je pensais qu'éventuellement, ça allait partir. Puis finalement, ça reste là. Puis je pense que c'est la seule chose que j'aurais à dire par rapport à ça, par rapport aux termes, que ça vient vraiment me chercher que les termes restent. Ça l'évolue pas. C'est, ouais. Ça perdure, ouais. Ouais. C'est vrai. Ce que j'entends, c'est qu'il va falloir vous réinviter pour parler de ces enjeux de fond, là. Ah, ça va me faire plaisir. Plein de choses à dire. Donc, au final, vos organisations soutiennent des personnes qui font partie généralement des plus marginalisés de la ville, de Montréal ou de la province, avec... puis vous avez les moyens, à votre avis, les moyens nécessaires pour obtenir les résultats les plus positifs. Donc, on parle de réduction des risques. Pour éviter les répercussions négatives pour l'évolution des personnes et leur transition à la vie adulte. Donc, c'est pas nécessairement positif de venir couper votre financement. C'est ça que je comprends. mais ma vraie question en lien avec ça, et après, on va clore, parce que ça fait déjà un bon bout, je pense, qu'on travaille sur cette discussion. Simplement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre programme aujourd'hui, s'il y avait une seule chose? Je pense que j'irais avec complémentarité. Que toutes les personnes à qui je parle, on a vraiment une approche qui est similaire, dans le sens où on veut les mêmes choses pour les jeunes, mais la façon, le chemin qu'on va prendre va être différent, puis va convenir à des jeunes différents. Puis on est plus fort à travailler ensemble, à se référer les bons jeunes, plutôt que de se battre pour qui a la meilleure approche. Fait que je pense que complémentarité serait comment je résumerais cette rencontre et nos services. Ben, je ne peux aller que dans ce sens. Et j'ajouterais ouverture d'esprit et non jugement, parce que je pense que nos jeunes, peu importe la complémentarité auquel ils ont accès, ils ont besoin d'une place où est-ce qu'ils peuvent être accueillis et reçus sans avoir de jugement, puis qu'ils aient leur libre expression, puis qu'ils puissent nommer leurs craintes, leurs peurs, ce qu'ils ont vécu, pour pouvoir avoir un accompagnement, un bon accompagnement. Merci d'avoir été là avec nous. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Like, subscribe, tout ça?
Oh my God, Est-ce que vous Instagram, avez- Facebook. Est-ce que vous êtes sur X, même si c'est Elon Musk maintenant qui le own? Toi? Non, on n'a pas de plateforme, whatever. Mais on a des sites web encore, Ouais. hein? Oui. En 2025, ça tient la route. Donc, Sphère, c'est pas mal la première chose. Programmesphère.ca. Programmesphère.ca. Puis Sphère aussi, ça sort quand même assez rapidement sur le Google. Sphère avec un S. Sphère avec un S, parce qu'on est plusieurs. Et Piamp. Piamp.net. 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 J'aime ça. Ouais. Ça date de très longtemps, ça veut dire que vous avez vraiment Du vécu. du vécu dans Il y a énormément de vécu. C'était Maudite Marge, donc merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous trouver un peu partout, YouTube, Spotify, probablement pour l'instant. On va voir, c'est notre premier. C'est quand même notre rodage. On va essayer de faire ça un mardi sur 2 aussi, mais normalement, vous devrez avoir un deuxième épisode pour la semaine de prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs qui devrait tomber bientôt, dans 2 jours peut-être. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci. Jingle de fermeture.